Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Remerciements. Le Comité français des sciences historiques, CFSH, remercie le groupe de recherche d'histoire, GERIS, équipe d'accueil de l'Université de Rouen-Normandie et A3831, et sa directrice, Madame la professeure Anna Bellavitis, pour leur soutien intellectuel et matériel à la bonne réalisation de cet ouvrage. Il n'aurait pu voir le jour sans leur efficace coopération, qui doit beaucoup à l'implication de tous les instants d'Anna Bellavitis. Il remercie aussi beaucoup le professeur Olivier Feyertag pour son engagement au service du projet. Au sein du GERIS, notre reconnaissance s'adresse aussi tout particulièrement à Madame la professeure Elisabeth Laloux, à Messieurs les professeurs Pierre Côme, Rémi Dalisson, Guy Lemarchand et à Aurélien Poitvin. Un certain nombre de collègues éminents ont bien voulu contribuer au volume par la remise de chapitres particulièrement riches et intéressants. Ainsi Mesdames les professeurs Raphaël Branche, Université de Paris-Nanterre et Liliane Hilaire-Pérez, Université de Paris, EHESS et IUF, et Messieurs le professeur François Barat, Sorbonne Université, Yvan Combeau, Université de la Réunion, Olivier Dard, Sorbonne Université, Nicolas Leroux, Université Paris 13, président de L', Association des historiens modernistes des universités françaises. Félix Torres, directeur du cabinet public Histoire, doit être aussi chaleureusement remercié pour sa mise au point très neuve. Le professeur Jacques Frémaux, Sorbonne Université, Cédric Giraud, Université de Lorraine, et Éric Mention-Rigaud ont aussi apporté une contribution décisive en acceptant de jouer le jeu des questions-réponses. Enfin, ce livre n'aurait pu voir le jour sans l'efficace activité généreusement déployée par Bertrand Hahn, nouveau secrétaire général du CFSH, et Thierry Claise, nouveau trésorier, tous deux de Sorbonne Université. Introduction. Dominique Barjot, avec le concours d'Anna Bellavittis et de Bertrand Hahn. Où en est l'historiographie française et francophone, en ces temps de mondialisation accélérée, mais aussi de montée de l'Afrique francophone? La question mérite d'être posée. Encore faut-il tenir compte du fait que le monde a changé, que la France et l'Europe n'ont plus le poids qu'elles ont eu longtemps. En effet, un bilan sur la situation de l'historiographie d'un pays européen en 2020 ne peut pas ignorer ce qui se passe ailleurs dans le monde. Certes, l'historiographie française n'est plus le modèle, l'époque des annales et de la nouvelle histoire est derrière nous. Certes, les interactions avec d'autres courants historiographiques, venus souvent du monde anglo-saxon mais aussi d'autres continents, sont à l'ordre du jour. Néanmoins, en dépit des modes et de l'engouement pour certaines approches, telles que l'histoire globale, le tableau que l'on peut dresser à son sujet est celui d'une certaine fragmentation et d'un développement de recherches micro-historiques, qui ont à juste titre mis à mal beaucoup de grands modèles et de grands récits, et qui se traduit parfois par une sorte de timidité face à la possibilité de proposer des explications à une plus large échelle. Les échanges et les interactions entre les traditions historiographiques de différents pays sont à l'ordre du jour, mais des spécificités de chacun perdurent, liées au système universitaire et particulièrement en France, au concours d'enseignement. Le degré d'ouverture variable des milieux académiques joue aussi son rôle, et dans ce domaine, la France a eu et a encore une tradition marquée d'ouverture qu'il faut pouvoir maintenir dans un contexte de crise globale, présente et future. Telle est la raison profonde de ce livre, promu par le Comité français des sciences historiques, CFSH, avec le soutien du groupe de recherche d'histoire, GERIS, équipe d'accueil de l'Université de Rouen-Normandie et A3831. Tout en s'inscrivant dans la continuité des précédentes entreprises du CFSH, il retient une approche tripartite autour de 3 axes majeurs. Grandes avancées historiographiques par période, champs nouveaux et approches transversales, débats, controverses et recherches émergentes. Le CFSH, une vocation à promouvoir l'historiographie française et francophone. Chacun le sait, aujourd'hui, le français scientifique est en recul. Il s'ensuit que les historiens français sont de moins en moins lus à l'étranger, et leurs travaux moins connus. Des synthèses régulières depuis le début des années 2010. C'est pourquoi, depuis le début des années 2010, le Comité français des sciences historiques a pris l'habitude de faire un point sur l'historiographie française et francophone. Il s'agit d'abord de le présenter à la communauté scientifique lors du Congrès international des sciences historiques,
principale manifestation mondiale de la discipline tenue tous les 5 ans. 2 ouvrages ont ainsi été publiés récemment. Les historiens français à l'œuvre, 1995 à 2010. Acte de congrès tenu à Paris en 2010 dirigé par Jean-François Sirinelli, Pascal Cauchy, Claude Gauvard, Paris PUF 2010 312 p. Avec des contributions de Stéphane Benoît, Régine Lejean, Roger Chartier, Philippe Poirier, Joël Burnouf, Patrice Brun, Olivier de Casanove, Jean-Paul Demoule, Roland Etienne, Boris Valentin, Stéphane Audouin-Rousseau, Dominique Yonia-Prat, Jean-Philippe Genet, Christine Bard, Olivier Lévy-Dumoulin, Lucien Belly, Georges-Henri Soutou, Olivier Pétré-Grenouillot, Mathieu Arnoux et Jacques Verger. Les historiens français en mouvement. Acte du congrès tenu à Reims en 2012, dirigé par Jean-François Sirinelli, Pascal Cauchy, Claude Gauvard et Bernard Legras, acte du congrès de Reims de 2012, Paris PUF 2015 184 p. avec des contributions de Dominique Barjot, Yvan Combeau, Gilles Lebéguec, Amaury Laurin, Charles-François Matisse, Thierry Terret, Nicolas Weil-Parot et Laurent Wirth. Le présent ouvrage est, quant à lui, le résultat d'une coopération engagée en 2019 entre le CFSH et le GRIS. Le colloque prévu en décembre 2019 à l'Université de Rouen, pour préparer le colloque international de Poznan en 2020, n'a pas pu avoir lieu en raison d'une grève des transports, mais plusieurs membres du GRIS ont accepté de préparer un texte de bilan historiographique dans leur spécialité. Le Comité français des sciences historiques, une longue histoire. Le Comité français des sciences historiques a été créé en 1926. Plusieurs historiens ont alors décidé de doter la France d'un organisme chargé de la représenter lors des différents congrès internationaux de la discipline, de participer à l'élaboration des différentes méthodes et normes historiques, et de contribuer ainsi à la promotion des sciences historiques. Le 5e Congrès international des sciences historiques, le premier après le conflit mondial, tenu à Bruxelles en 1923 sous l'égide de l'historien belge Henri Pirenne, avait suscité chez les historiens le souhait de renouer avec un dialogue scientifique international. En 1924, l'helléniste Théophile Homolle, l'un des présidents du Congrès de Bruxelles, avait pris l'initiative de regrouper les savants français spécialisés dans les études historiques. Un premier comité d'action a alors été créé, dont la première assemblée générale s'est tenue en 1925. Cette assemblée a approuvé à l'unanimité la constitution du Comité national français des sciences historiques. La mort de Théophile Homolle, le 13 juin 1925, en a retardé la mise en œuvre. C'est l'historien de la Grèce ancienne Gustave Glotz qui a présidé le premier bureau, le W9 avril 1926. Voici la liste des responsables du CFSH depuis lors. Président. Secrétaires généraux. Le Comité français des sciences historiques, ses fonctions. Au terme de ses statuts, le comité a particulièrement pour objet 1 degré d'établir un lien entre les historiens français voués à l'enseignement et à la recherche afin notamment de promouvoir la place de l'histoire dans l'enseignement et la recherche. 2 degrés d'assurer la participation de la France aux réunions et aux congrès de caractère international consacrés aux sciences historiques, et en particulier aux congrès internationaux des sciences historiques. 3 degrés d'organiser des congrès nationaux des sciences historiques. 4 degrés de prendre les initiatives nécessaires à l'application en France, des résolutions et des recommandations de ces congrès nationaux et internationaux. 5 degrés de favoriser l'organisation, le développement et la diffusion de la recherche historique en France. 6 degrés de fournir un cadre de réflexion à tout membre individuel intéressé par les sciences historiques. Depuis 2005, le CFSH a tenu 3 congrès nationaux, à Paris en 2010, à Reims en 2012 et à Besançon en 2015, les 2 premiers ont donné lieu aux publications mentionnées. Il devait en organiser autre le 5 décembre 2019, à Rouen, qui, comme on l'a précisé, était annulé. Il a cependant été remplacé par le présent ouvrage. Jusqu'en 2018, pendant les rendez-vous de l'histoire de Blois, le CFSH a organisé chaque année une table ronde associant les 4 périodes anciennes, médiévales, modernes et contemporaines, sur les écoles historiques françaises 2014, les 4 périodes, leur définition et leurs limites, 2015, l'historien et la nation, 2016, la place du français dans la recherche mondiale, 2017. En 2020,
Comme tous les 2 ans depuis 1983, vie d'infra, le CFSH a remis le prix Daniel et Michel Dezès sous l'égide de la Fondation de France. Cette récompense est accordée tous les 2 ans par le Comité français des sciences historiques. D'une valeur de 2 500 €, elle est vouée à récompenser un travail de recherche universitaire, thèse de doctorat ou de master 2, soutenu par un historien de moins de 32 ans au cours des 2 années précédant la remise du prix et dont la qualité et l'originalité ont été jugées particulièrement remarquables. Enfin, le CFSH a soutenu la présence des historiens français aux congrès internationaux des sciences historiques, à Sydney, Australie en 2005, à Amsterdam, Pays-Bas en 2010 et à Jinan, Chine en 2015. Lors de ce dernier congrès, c'est un historien français, Serge Gruzinski, qui a reçu le premier prix international des sciences historiques, remis par le CISH et la société Gégère-Lecoultre. Le CFSH a été présent à l'Assemblée générale du CISH à Moscou, Russie, qui s'est tenue du 27 au 30 septembre 2017. Il prépare activement le 23e congrès de Poznań, Pologne, qui doit se dérouler du 23 au 29 août 2020, congrès au cours duquel le présent livre devrait être présenté. Quelques propositions d'initiatives françaises ont été retenues. Les biographies de savants, joint session animée par Chantal Grel, écrire l'histoire de l'Indienne-Océanie, Yvan Combeau, l'histoire des sciences, Nicolas Weil-Parot, l'histoire du mot dans le vocabulaire politique, Jean-Pierre Dechotte, Histoire et vérité, La fabrique du procès, Audrey Kichelewski, Le Second Empire, bilan et renouveau historiographique, Dominique Barjot. Grandes avancées historiographiques par période. La recherche historique française est demeurée féconde dans chacune des 4 grandes périodes de l'histoire. Sans prétendre réaliser un état des lieux global, cet ouvrage en donne un aperçu pour chacune d'entre elles. Histoire ancienne, l'exemple de la guerre à Rome. Tel est le cas, s'agissant de l'Antiquité, des travaux concernant guerre et armée à Rome. Selon Pierre Côme, dans la Rome antique, en dehors des cercles proches du pouvoir impérial, le milieu militaire est celui qui se laisse le mieux appréhender par les sources. De nouvelles découvertes, fouilles archéologiques, papyri, ostracas, ont permis de remettre en cause l'image stéréotypée transmise par les historiens romains. Même si l'on connaît mieux l'armée impériale que celle de la période républicaine ou a priori de l'espace grec, il en a résulté une relecture des sources narratives. Ainsi, l'ouverture aux prolétaires par Marius de l'armée romaine aurait préparé la voie, on l'a cru longtemps, aux ambitions personnelles des impérators. Mais cette vision se trouve remise en cause aujourd'hui, car ni la prolétarisation des recrues, ni la constitution de véritables armées privées ne sont attestées. D'autres avancées historiographiques ont été réalisées, particulièrement dans l'étude de la bataille ou de la constitution d'un savoir militaire. Il a entre autres été démontré que la période judéo-claudienne a été décisive pour le passage d'une armée de citoyens à une armée permanente et professionnelle, où les soldats deviennent les interlocuteurs privilégiés du pouvoir. Renouveau de l'histoire médiévale. L'histoire médiévale est un champ de recherche particulièrement dynamique, comme nous en convainc Elisabeth Laloux. Par-delà les événements, incendie de Notre-Dame de Paris ou les découvertes, œuvres de Cimabue acquises par le musée du Louvre, manuscrits de Thomas de Celano sur la vie de saint François, l'histoire médiévale française s'appuie sur des institutions fortes, la SHMESP, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'École nationale des chartes, où les femmes jouent un rôle majeur, Agence nationale de la recherche à travers un soutien apporté à quelques grands programmes, Consortium Côme Sources médiévales 2013 à 2016 puis 2017 à 2019, l'École française de Rome et la Casa de Velázquez, Epistola Projet ANRDFG Casa de Velázquez. Les médiévistes prennent aussi une part active aux grandes thématiques transpériodiques. Les émotions, l'alimentation et l'anthropologie, les réseaux, l'histoire monde et l'histoire connectée, le genre, biographie de Blanche de Castille, exposition de 2014 à Nantes sur Anne de Bretagne. Les programmes d'agrégation fournissent des indications intéressantes sur les problématiques les plus récentes. En 2014 à 2016, gouverner en islam entre le Xe et le XVe siècle. En 2016 à 2018, confrontation, échange et connaissance de l'autre au nord et à l'est de l'Europe de la fin du VIIe siècle au milieu du XIe siècle. En 2019 à 2022, écrit Pouvoir et société en Occident du début du XIIe siècle à la fin du XIVe siècle.
L'écrit et le pouvoir constituent donc des thèmes à la mode. En revanche, l'histoire économique et l'histoire rurale attirent moins, tandis que l'histoire religieuse résiste bien. Par ailleurs, si les historiens des pays d'Islam ou de Byzance travaillent de manière relativement autonome, les problématiques qu'ils abordent sont peu différentes de celles développées par les occidentalistes. Pour l'avenir, le grand défi à relever pour les médiévistes réside dans leur collaboration avec les littéraires, les historiens d'art et les archéologues. Histoire moderne, avancée de l'histoire religieuse et de l'histoire économique et sociale. L'histoire religieuse demeure l'un des secteurs les plus vigoureux de la recherche en histoire moderne, comme le montre l'exemple des guerres de religion, Nicolas Leroux. De fait, un certain nombre d'historiens se sont interrogés pour savoir si les guerres de religion avaient été des guerres religieuses. Certes, les violences du XVIe siècle français devaient beaucoup aux solidarités nobiliaires et à la défense de l'honneur. Certes, tous les belligérants ne furent pas des guerriers de Dieu, ce qui a conduit certains auteurs à dénier toute légitimité au concept de violence religieuse en raison de l'affirmation d'une violence d'État. Ces visions révisionnistes sont néanmoins aujourd'hui battues en brèche. La puissance de l'imaginaire eschatologique a bien été à l'origine d'une violence de masse, Denis Crouzet. L'appartenance à un camp n'impliquait pas de façon nécessaire l'engagement armé. En revanche, à coup sûr, les premières guerres de religion ont constitué un tournant majeur avec la multiplication des massacres par les catholiques, la Saint-Barthélemy, et la pratique par les protestants d'une violence ciblée. La guerre entraîna un processus de militarisation et de brutalisation, nonobstant la politique des édits de pacification, combattue par l'Église catholique. Par ailleurs, l'assassinat d'Henri III fut le résultat d'un processus de désacralisation de la monarchie, auquel Henri IV répondit en s'affirmant comme le souverain choisi par Dieu pour régner sur un peuple réuni. L'étude de l'économie et de la société française des débuts de l'époque moderne à l'Empire ne se porte pas aussi mal qu'on veut bien le dire, Guy Lemarchand. Certes, il n'est plus possible aujourd'hui de prétendre dominer l'ensemble d'une discipline, l'histoire en miettes. Certes, la crise idéologique qui traverse la communauté scientifique a remis en cause l'impérium des annales et du marxisme. L'activité des chercheurs s'est pourtant trouvée relancée par la mobilisation de nouvelles sources d'archives, par un regain d'intérêt pour l'imprimé et aussi par la spécialisation grandissante des chercheurs. Grâce, entre autres, à l'exploitation des sources statistiques, maximum des prix de 1793 à 1794, et quantitatives, lettres de change, 4 tendances s'affirment d'un point de vue méthodologique. Primat de la longue durée, regain de la quantification, intérêt accru pour l'historiographie et développement de l'interdisciplinarité. S'agissant du XVIe siècle, les historiens remettent en cause l'idée de grande découverte, insistent sur le tournant des années 1560 et repoussent les limites du siècle jusqu'en 1630 à 1640. Pour le XVIIe siècle, à la suite des travaux pionniers de Pierre Goubert et Jean-Pierre Guton, l'on continue à s'intéresser à la pauvreté de masse et au développement de l'assistance, mais aussi à la guerre, à la montée en puissance des négociants et des marchands et au début de la proto-industrialisation, sans pour autant parvenir à réhabiliter le grand siècle. Dominante, la recherche sur le XVIIIe siècle insiste sur l'essor démographique et économique dont attestent les progrès d'une industrie duale, associant un secteur moderne et un secteur traditionnel, modèle de Lewis, du commerce extérieur et des entreprises maritimes. L'agriculture aussi se modernise, progrès de la viticulture et de l'élevage, et pas seulement sous l'impulsion des physiocrates, sans pour autant échapper aux aléas du climat et des mauvaises récoltes. Sur le plan historiographique, les innovations se développent autour de 5 thèmes majeurs. 1. L'essor de la circulation, plus large que le simple commerce. Rôle des foires, des marchés, du colportage et de la voie d'eau. 2. L'existence d'une pratique presque universelle du crédit à court terme, y compris chez les négociants et les nobles de cour. Mais faute de grandes institutions de crédit modernes, le commerce demeure fragile et instable. 3. La fièvre de consommation à Paris, Daniel Roche, mais aussi en province. 4. L'alimentation, livres culinaires, archives hospitalières, inventaire après décès. 5. L'environnement, pollutions industrielles et urbaines, fièvre des marais, volonté conquérante des grands propriétaires physiocratiques. Quant à la période de la Révolution et de l'Empire, les travaux insistent toujours sur les éléments de continuité,
en revenant sur la catastrophe économique qu'auraient constitué les années 1789 à 1815, à la suite des recherches de François Crouzet, Maurice Lévy-Leboyer ou Jean-Pierre Poussou, autour de L', essoufflement des années 1770 à 1780, ainsi que de la renaissance agricole et industrielle des années 1802 à 1810. L'histoire contemporaine, retour sur l'histoire des droites en France. L'histoire politique contemporaine a souffert, dans les années récentes, de la concurrence de l'histoire culturelle et de l'histoire sociale. Elle est demeurée cependant un secteur majeur de la recherche autour d'objets renouvelés tels que l'histoire des droites, Olivier Dard. Longtemps, cette histoire a été dominée par René Raymond et son ouvrage La droite en France, 1954. Republié en 1982 sous le titre Les droites en France, il couvre les années 1815 à 1980 autour de la célèbre tripartition bonapartisme-légitimisme-orléanisme. Il a fait l'objet de contestations marquées, Zève Sternel, mais aussi de soutien affirmé, Histoire des droites de Jean-François Sirinelli. Néanmoins, la révision la plus considérable de ses conclusions émane du livre de Gilles Richard, Les droites aujourd'hui 2005. Remettant en cause l'approche généalogique de R. Raymond, il identifie une quinzaine de familles politiques, met en évidence la disparition des anciennes droites remplacées par de nouvelles, nationalisme, démocratie chrétienne, et l'émergence d'un nouveau clivage entre néolibéraux et nationalistes antimondialistes. Les 10 dernières années ont vu la floraison des biographies politiques, Pierre Laval, Pierre-Étienne Flandin, Philippe Henriot, Valéry Giscard d'Estaing, Louis Jacquinot, Edmond Michelet, Louis Terrenoir. Les recherches ont aussi porté sur les partis eux-mêmes, les droites face au cartel des gauches, le PSF en tant que parti de masse, le Parti républicain de la liberté, les réseaux gaullistes, la violence militante, service d'ordre du RPF, l'UDF et le Front puis Rassemblement national, ainsi que les réseaux, circulation et transferts internationaux, néolibéralisme, influence de Barès, de Maurras et du Portugal de Salazar par exemple. Champ nouveau et approche transversale. L'historiographie française et francophone est donc en plein renouvellement. Des champs nouveaux s'ouvrent à la recherche, qui font largement appel à des approches transversales et pluridisciplinaires, voire transdisciplinaires, ainsi dans le cas de l'archéologie. L'archéologie, champ en expansion ou discipline autonome ? Au cours des dernières années, l'archéologie a évolué en profondeur. François Barat. Un bon exemple en est fourni par le développement d'une archéologie des conflits récents, fouilles à Smolensk, en Russie, des restes de soldats de la Grande Armée napoléonienne. L'un des facteurs majeurs de cette évolution a été le développement de l'archéologie de sauvetage et la création, en 2001, de l'Institut national de recherche archéologique préventive, INRAP. Porté par l'archéologie préhistorique, s'est affirmée une New Archaeology à vocation explicative, basée sur la définition de modèles, tandis que l'informatique se démocratisait. Les méthodes de fouilles sont devenues plus complexes. Il s'agit non plus de dégager un site mais d'évaluer son potentiel archéologique, grâce à la prospection en surface et aussi de plus en plus en profondeur. Les prospections géophysiques se combinent avec l'archéologie aérienne et la télédétection par laser. L'utilisation des satellites a permis de photographier des zones de plus en plus larges et de contribuer à des vastes opérations académiques internationales. Consacrée à la datation et à la caractérisation des matériaux, l'archéométrie se combine avec l'étude des pollens, des graines, des charbons et des restes animaux pour définir le paléo-environnement et son évolution. Les connaissances ont donc progressé de manière spectaculaire, céramique, fouilles des nécropoles et inhumations. L'archéologie cherche de plus en s'affirmer en discipline autonome, par exemple en s'appuyant sur l'ethnoarchéologie. Sa professionnalisation croissante s'accompagne de risques grandissants d'éclatement, mais aussi de gains scientifiques considérables. L'affirmation de Gender Studies à la française. L'histoire des femmes et l'histoire du genre se sont imposées aujourd'hui aussi comme un champ majeur de la recherche historique. C'est ce que montre Anna Bellavitis. Depuis la première édition de l'Histoire des femmes en Occident, dirigée par Georges Duby et Michel Perrault, 30 ans ont passé, marqués par la diffusion des études de genre, entendues au sens de façon directe de signifier les rapports de pouvoir, selon la définition de l'historienne américaine Joanne W. Scott.
Si l'assimilation du concept de genre a été tardive en France, depuis 2011, le genre est devenu une priorité transversale du CNRS qui, en 2012, a créé l'Institut du genre. La recherche est foisonnante et en résonance avec l'actualité autour de thèmes comme la religion, la famille, la guerre, la sexualité, les féminismes, la politique ou le travail. Se sont créés des banques de données, de grands programmes de recherche ANR, et l'histoire du genre est une des thématiques centrales du LabEx EHNE. Les historiens notes.francecdie.es ont dépassé le stade de la méfiance à l'égard de l'institutionnalisation à l'américaine, des études de genre et des mentions de master et de doctorat interdisciplinaires ont vu le jour dans les dernières années. Si les suggestions venant des États-Unis restent une référence, les échanges à l'échelle européenne se sont multipliés, avec des groupes de recherche européens et des diplômes internationaux. Le genre est à la fois un domaine d'étude et une catégorie utile à l'analyse historique. Et plus encore, les femmes ont pu retrouver leur place dans le processus historique. Le cultural turn de l'histoire des techniques. Liliane Hiller-Pérez révèle l'ampleur du cultural turn qu'a connu l'histoire des techniques. Si les techniques ont longtemps été considérées comme des sciences appliquées, la situation a bien changé depuis une génération. Sous l'effet des synergies croissantes entre histoire des techniques et histoire générale, d'une histoire des idées et de la vérité scientifique, l'histoire des sciences est passée à une histoire de l'expérience, des instruments et des techniciens. L'histoire des techniques a ainsi effectué un cultural turn. Marqué par une attention forte à la dimension culturelle des techniques, ce cultural turn résulte d'abord d'une historicisation de l'invention. Un temps mis en cause par la sociologie des sciences au profit des techniques, l'invention a été de plus en plus analysée comme un processus fait d'emprunts, d'analogies et de circulation multiples. Cette dimension sociale de l'invention est indispensable de dispositifs institutionnels, dus à l'État, mais pas seulement, municipalités, instances professionnelles, laboratoires. Une seconde tendance forte réside dans l'apport de la philosophie, Bertrand Gilles, Hélène Vérin. D'abord science de la technique, la technologie est devenue de plus en plus science de la production, Eric Schatzberg, mais aussi de manière plus large, une science des activités humaines, à la fois intellectuelle et attentive aux pratiques les plus diverses et infimes, rôle des musées, des collectionneurs, des amateurs. Une technologie théorique, transition énergétique, coexiste ainsi avec une technologie descriptive fondée sur l'observation, la collecte et la classification. Assumer la mondialisation ou les défis de l'histoire économique à la française. L'histoire économique se trouve confrontée à des défis similaires, comme le montre Olivier Feyertag. Guillaume Calafate, Éric Monet, Christelle Rabier et Pierre Saint-Germier ont dressé, en 2016, un constat alarmant concernant l'histoire économique française et francophone. Certes, le déclin n'est pas spécifique à la France, il résulte du discrédit de l'économisme, de l'intérêt grandissant pour l'histoire des représentations, de la réhabilitation de l'individuel face aux forces sociales, du déclin du marxisme face au néolibéralisme. Mais l'une des causes majeures réside dans un divorce persistant entre économistes et historiens. Il est vrai que la science économique a bien changé. Déclin du keynésianisme au profit du néolibéralisme, victoire des analyses microéconomiques sur les explications macroéconomiques, mondialisation de l'économie. En dépit de la montée des sciences de gestion, historiens et économistes ne se lisent plus. En outre, face au cultural turn et au tournant postcolonial, la capacité d'innovation de l'école française d'histoire économique s'est largement émoussée. L'heure est aujourd'hui aux Global Studies. Un champ nouveau, famille et expérience de la guerre. Ce cultural turn concerne tout particulièrement l'histoire des familles confrontées à l'expérience de la guerre. Pour Raphaël Branche, les familles constituent un objet d'histoire qui gagnerait à être considéré comme tel par les historiens et les historiennes travaillant sur les conflits. À cet égard, le rapprochement avec la sociologie ou l'assimilation de la notion de genre offre des opportunités. Il convient en premier lieu de s'interroger sur la guerre vécue, ou ce que la guerre fait aux familles, en distinguant notamment la guerre elle-même et la sortie de guerre. Dominique Fouchard s'est ainsi intéressé aux effets de la Première Guerre mondiale sur les relations des anciens combattants avec leurs familles, entre mots du retour rêvé et mots du retour réel. Clémentine Vidal-Naquet, aux mises à l'épreuve des couples durant ce conflit, et Emmanuel Cronier, aux permissions dans l'année à partir de 1915.
Le cas des prisonniers de la Seconde Guerre mondiale a été l'objet des travaux de Fabrice Virgili. Les recherches se sont aussi portées sur la question des violences subies par les proches, femmes violées et enfants issus de viols étudiés par Antoine Rivière ou Daniel Ikuomola, pupille de la Nation, veuve de guerre. Mais l'expérience de guerre est aussi transmise dans les familles. Celle-ci constitue l'un des cadres fondamentaux de la mémoire, comme le montrent les enquêtes de Florence Dos, appelée Français en Algérie, et les travaux de Marianne Hirsch sur les survivants de la Shoah. Certes, la Deuxième Guerre mondiale a focalisé le plus gros des travaux, mais le concept de génération du feu, considéré dans ses relations avec les autres générations, apparaît très éclairant. Il va ainsi de la comparaison entre anciens combattants des deux guerres mondiales et de la guerre d'Algérie. Reste la question fondamentale des traumatismes de guerre. Sur ce thème, les travaux sur les victimes de la Shoah dominent encore largement, à l'instar de ceux de Michael Pollack, Silence de ceux qui reviennent et Héritage de ce silence, mais la guerre du Vietnam est aussi un important sujet d'étude autour des souffrances psychologiques. Cependant, ce type de chantier, autour des sources de l'intime, ne peut se limiter aux interviews, mais requiert aussi des archives personnelles. De l'histoire coloniale aux Imperial Studies. Spécialiste bien connu d'histoire coloniale et militaire, Jacques Frémaux montre comment la notion d'histoire impériale permet de se dégager des a priori qui aujourd'hui encore entourent l'histoire coloniale. Cette même notion reflète beaucoup mieux, selon lui, la réalité de l'impérialisme, de la transculturation du colonisateur au colonisé et du passage à la mondialisation. Il définit ensuite ce qu'est une société coloniale, à savoir la prise en main d'un pays par une minorité extérieure, en général occidentale, qui y installe soit des cadres, soit des colons destinés à former une colonie de peuplement. Ces sociétés coloniales partagent en commun la domination des autochtones par les conquérants et la différence culturelle, vécue en termes de supériorité des colons sur les indigènes. La colonisation s'est faite par la volonté de contrôler les ressources et les voies de navigation, d'où des guerres aux caractéristiques spécifiques, dont l'Algérie offre bons exemples entre 1830 et 1840, puis de 1954 à 1962. L'Algérie fournit par ailleurs un cas type d'échec d'une colonisation appuyée sur l'armée, lorsque les colons refusent aux élites autochtones tout accès réel aux affaires. Passage à l'ère numérique. Le passage à la digital history bouleverse le métier d'historien. Yvan Combeau. Bien que remontant à une trentaine d'années au moins, la révolution numérique ouvre un champ considérable à la transmission des savoirs à travers le travail collectif, désormais possible à l'échelle mondiale, la création de cyberstructures, bases de données et archives numérisées, l'introduction de l'hypertextualité et de la multimodalité. En effet, la page constitue un cadre d'innovation pour une écriture plurielle, car l'historien travaille dans une constante communication. L'écran dépasse ainsi la fausse alternative entre histoire-science et l'histoire-récit. Avec le Web 2.0, la numérisation et le formatage des archives s'établissent à l'échelle du monde. Mais la confrontation des sources demeure plus que jamais une priorité de l'écriture historique. Grâce aux indexations, à l'ergonomie cognitive et aux connexions hypertextuelles, la numérisation se substitue graduellement au support papier et le disque dur devient la bibliothèque. Ces évolutions ont beaucoup favorisé le développement d'une histoire de l'océan Indien, longtemps négligée. Débats, controverses et recherches émergentes. L'historiographie contemporaine, francophone notamment, est traversée de débats et de controverses, mais aussi sans cesse renouvelée par des recherches émergentes. L'histoire culturelle en France aujourd'hui. L'histoire culturelle se caractérise par un dynamisme tout particulier. Elle ne constitue pas un champ de recherche autonome, mais se situe au contraire à la convergence des histoires politiques, économiques et sociales, dialogue avec l'histoire de l'art et du patrimoine, tout en se heurtant à l'obstacle de la diversité de ses sources et aux limites de l'interdisciplinarité. Éric Mention-Rigaud. Proche de la sociologie, Cédric Giraud, et de l'anthropologie, elle a connu un essor sans précédent depuis 20 ans. Aurélien Poitvin, notamment grâce à l'Association pour le développement de l'histoire culturelle. Accordant une place importante à l'histoire sociale des représentations, à Poitvin, elle utilise et revivifie les courants récents tels que les gender studies, les colonial and postcolonial studies. Rémi Dalisson.
Intéressée à l'émergence des contre-cultures à Poitevin, elle se doit, pour s'internationaliser, de développer les études comparées et mention Rigaud, d'où son attrait pour la micro-histoire globale, à Poitevin, les émotions, les nouvelles cultures, bandes dessinées, séries télévisées, street art, ou les angles morts des pratiques sociales, Air d'Alisson. La question du juste prix, une problématique transversale aux confins de la théologie, de la philosophie et de l'histoire économique. Les questionnements transversaux aux périodes sont souvent difficiles. Il existe cependant des chantiers particulièrement favorables à ce type de coopération. Tel est le cas de la question du juste prix, abordée dans un ouvrage récent dirigé par Véronique Chandowski, Clément Lenoble et Jérôme Maucourant. Il s'agit de l'une des clés fondamentales de la réflexion économique. Héritée d'Aristote, elle a été au cœur de la pensée scolastique avant de retrouver une actualité brûlante. Derrière cette notion de juste prix, se trouve exprimée la volonté que les échanges se réalisent à un prix modéré et socialement convenable. Issue du droit romain, mais reprise par la scolastique médiévale, autour de Thomas d'Aquin et de Duns Scotus, elle continue d'exercer une influence profonde à travers la recherche d'un système de prix juste et garantissant des revenus proportionnels au statut et à l'activité de chacun. Elle se situe donc aux antipodes de l'économie politique apparue à la fin du XVIIe siècle, pour laquelle la notion de justice est de plus en plus associée à celle de concurrence. C'est désormais le libre jeu de la concurrence qui garantit l'efficience de l'économie. Néanmoins, un retour se produit aujourd'hui à la notion de juste prix, fair value des normes comptables IFRS, mise en place d'une politique de la concurrence sous l'égide de l'État. La transmission des savoirs, un immense chantier pour les chercheurs. La transmission des savoirs constitue un autre chantier transversal aux diverses périodes, un chantier immense. Impliquant des transferts dans le temps et dans l'espace, elle s'effectue rarement à l'identique. Deux voies se dégagent. D'une part, l'imitation pure et simple, de l'autre, l'enseignement qui implique une certaine distanciation critique, une reformulation pédagogique, voire une remise en ordre des savoirs. Cette reformulation peut être le fait de l'émetteur, transformation des savoirs, du récepteur, adaptation des savoirs à ses capacités ou à ses besoins. Enseignement scolaire et apprentissage, professionnel ou familial, peuvent évoluer entre ces deux extrêmes. La transmission des savoirs peut prendre des formes multiples, être le fait d'acteurs spécialisés, professeurs, maîtres, s'exercer de manière diffuse dans la pratique sociale, recourir à des vecteurs divers, l'écrit et le livre, la parole et la mémoire, l'image, le geste, être pris en charge dans des cadres institutionnels, écoles, métiers, se faire tout au long de l'existence dans la vie familiale et sociale, l'activité économique et la pratique religieuse. Les savoirs ne se résument pas aux connaissances théoriques, puisqu'ils passent à la fois par les sciences et les techniques, avec des différences selon les époques. Les disciplines y tiennent une place essentielle tandis que d'étroites relations se nouent entre l'art et la science. Quant aux acteurs des savoirs, ce sont d'abord les individus, la mère puis le père, les grands-parents, les frères et sœurs, les copains, les camarades. Tout aussi important est le rôle des éducations familiales, lignagères et réciproques. Les institutions de formation, transmettre un savoir, et de recherche, créer ou perfectionner un savoir, apparaissent non moins essentielles. Pour autant, les institutions scolaires, universitaires et de recherche ne constituent pas les seules formes, canaux et instruments de la transmission des savoirs. Il faut tenir compte de l'apprentissage, du rôle de l'écrit et des médias, ainsi que de l'oralité. Enfin, savoir et savoir-faire se transmettent à des publics très divers, d'où la question du rôle de réseau, de la formation comme prérequis de la transmission des savoirs, et des rapports entre formation théorique et pratique. La public history est-elle une nouvelle école historique ? La public history les mobilise toutes deux. De création relativement récente, elle fait l'objet d'une mise au point utile et informée de Félix Torres. L'essor nord-américain puis international de la public history, ou histoire publique, depuis 30 ans environ interroge non seulement ses origines et ses causes, mais aussi ses publics, ses pratiques et désormais, la portée historienne des contenus historiques qu'elle produit et diffuse. Elle se situe quelque part entre une nouvelle école historique qui s'ignore, et une déclinaison particulière d'un savoir historique existant à destination d'un ou des publics élargis. Si l'on constate bien un fossé entre la business history, ou histoire d'entreprise, et l'histoire publique en entreprise, il existe pour la seconde une pratique et un public distincts de la première.
Par conséquent, cette histoire publique est susceptible d'apporter à l'autre l'histoire scientifique en matière historique pure, sinon en problématique. D'une façon générale, chaque histoire, quand elle de bonne qualité, peut faire progresser la science historique. Recherche émergente, le prix Daniel et Michel Dezès 2015 à 2020. La recherche historique se renouvelle aussi, et plus encore, par les thèses. C'est ce que montre un retour sur celle primée au prix Daniel et Michel Dezès, que le Comité français des sciences historiques attribue depuis 1983. Ce prix a honoré dans le passé quelques historiens parmi les plus reconnus de l'université française. Entre autres Frédéric Audouin-Rousseau, en 1983 pour sa thèse Archéozoologie de la Charité-sur-Loire médiévale, Olivier Guyot-Janin en 1987 pour son mémoire de L'. L'École française de Rome sur les élites parmesanes, XIIe siècle et première moitié du XIIIe siècle, Stéphane Benoît, en 1993 pour sa thèse La fête à Rome sous les règnes d'Auguste et des Rouliaux claudiens, Bénédicte Verger-Chaignon, en 1995 pour sa thèse Histoire de la fonction d'interne dans les hôpitaux de Paris au XIXe et XXe siècle ou Johann Chapoutot, en 2008 pour sa thèse sur le national-socialisme et l'Antiquité. Depuis le dernier congrès international des sciences historiques, tenu en 2015 à Jinan, dans le Shandong, en Chine, 3 thèses ont été honorées du prix. En 2016, c'est une thèse d'un contemporanéiste, David Gallo, qui a été primée. Sa thèse portait sur la politique de formation idéologique de la SS, 1933-1945. Institution, discours, pratique, acteurs et impact de la Weltanschauungsschulung. Elle constitue une contribution érudite et remarquablement problématisée à l'étude d'un groupe clé d'acteurs nazis. Sans établir de lien mécanique entre instruction et pratique de la violence guerrière et génocidaire, il s'efforce avec brio de définir la signification historique du dispositif SS de formation, dont il démontre à la fois la singularité et l'inaptitude à mener à bien les tâches à lui assignées. En 2018, c'est Maria Socorina qui a reçu le prix pour une thèse intitulée Les théologiens face à la question de l'influence céleste. Science et foi dans les commentaires des sentences, vers 1220-1340. Il s'agit d'une recherche majeure, croisant science, théologie et philosophie, parce que consacrée à une question fondamentale pour la pensée médiévale, celle de l'influence du monde céleste sur le monde terrestre. Elle renouvelle en profondeur la problématique des relations entre foi et raison, entre théologie et science. Enfin, elle contribue à redéfinir un champ historiographique, celui d'une histoire intellectuelle des sciences strictement conceptualisée, sur les plans institutionnels, culturels et intellectuels. En 2020, le concours a été particulièrement relevé, avec pas moins de 23 candidatures, toutes présentées dans le présent volume. C'est l'immense travail, transversal aux périodes médiévales et modernes, de Clotilde Dumargne qui a été récompensé. Sa thèse a pour titre Les chandeliers en bronze, en cuivre et en laiton en Europe du XIIIe au XVIIe siècle. Production, diffusion et usage. Le travail embrasse de manière convaincante la longue durée et un espace géographique vaste, celui de l'Europe du Nord principalement. Les chandeliers sont étudiés dans leur forme, leur matière, leur technique de production, mais aussi leur dimension économique, sociale, culturelle et patrimoniale. C. Dumargne a relevé ce défi en mobilisant l'acquis de diverses sciences, à la confluence de l'archéologie, de l'histoire de l'art et de l'histoire, sans reculer devant l'usage des méthodes archéométriques. À partir d'un objet ordinaire, elle a réalisé une histoire totale. Signalons entre autres apports l'établissement d'une terminologie et d'une typologie des luminaires en alliage de cuivre, la mise en évidence des usages culturels, et une analyse des circuits de production et d'échange des chandeliers. Clotilde Dumargne confirme ainsi toute la fécondité de l'étude des choses banales et de l'histoire matérielle. Première partie, la longue durée. Grandes avancées historiographiques par période. Guerre et armée à Rome. Pierre Côme, GRHIS Université de Rouen-Normandie. Dans la Rome antique, en dehors des cercles proches du pouvoir impérial, c'est peut-être le milieu militaire qui se laisse le mieux appréhender par les sources. À côté des textes normatifs qui révèlent les principes régissant l'institution militaire, de nouvelles découvertes viennent régulièrement enrichir notre connaissance du quotidien des soldats, qu'il s'agisse de l'archéologie des camps militaires, d'inscriptions, de papyrus, de tablettes à écrire ou d'ostracas.
La richesse de cette documentation régulièrement renouvelée a pu, parfois, inciter l'historien de l'armée romaine à délaisser les sources littéraires. Connues depuis longtemps, elles sont souvent jugées trop stéréotypées pour nous permettre d'approfondir encore nos recherches dans ce domaine. Leurs auteurs, partagés entre l'exaltation des vertus des citoyens des premiers temps de Rome et la dénonciation de la cupidité ou de la brutalité des soldats des époques postérieures, portent en effet un regard plutôt méfiant, voire hostile, sur la troupe. Toutefois, les épitaphes qui tiennent une place si importante dans la documentation épigraphique, en résumant les carrières militaires, construisent aussi une image du soldat, conçue cette fois par lui-même ou ses héritiers, en s'inspirant de modèles préétablis. C'est d'autant plus le cas quand ces stèles funéraires comportent une représentation du défunt en bas-relief. Même les lettres de soldats conservées sur papyrus n'échappent pas non plus totalement aux stéréotypes, tout épistolier construisant également une certaine image de lui-même. Ces correspondances militaires se sont récemment enrichies des publications d'Ostraka du désert oriental égyptien, par Hélène Cuvigny. L'épigraphie et l'archéologie continuent certes de nourrir des travaux importants sur l'armée romaine, à l'exemple des études de François Bérard sur l'armée romaine à Lyon, de Patrice Faure sur les centurions sévériens et de Christoph Schmidt Heidenreich sur les pratiques religieuses dans les camps militaires. Mais les limites, propres à chaque catégorie de documents, ne sauraient dispenser l'historien d'exploiter les sources narratives. Les premières formes de récits historiques sont d'ailleurs le plus souvent des récits de guerre. Cette documentation n'ayant rien de nouveau, on peut certes légitimement se demander si une lecture critique de celle-ci peut aller au-delà d'une analyse des procédés d'écriture et des emprunts d'un auteur à l'autre, dans une perspective purement littéraire. De ce point de vue, les historiens de la guerre dans le monde grec, mais aussi de la période républicaine à Rome, qui ne disposent pas d'une documentation épigraphique aussi riche que ceux du monde impérial romain, ont dû réfléchir à une méthode historique de traitement des sources littéraires. Quand les romanistes étaient incités à privilégier plutôt l'étude de l'armée impériale, en particulier la reconstitution de la hiérarchie des grades, les hellénistes s'orientaient davantage vers l'histoire de la guerre, cherchant à appréhender l'impact des conflits sur les sociétés ou les conditions du combat. Toutefois, cette démarche commence à trouver des échos dans les études militaires consacrées à Rome. Elle a permis de réexaminer de périodes parfois négligées par les historiens, qui ont longtemps privilégié le régime impérial, mais a aussi à définir de nouveaux thèmes de recherche. La relecture des sources narratives a ainsi ouvert la voie à de nouvelles interprétations de certaines époques de l'histoire militaire de la Rome antique. Jeremy Armstrong a mis ainsi en lumière l'impact de la guerre sur la genèse des institutions romaines à l'époque archaïque, du VIe siècle jusqu'à la défaite des Latins en 338 AV. Il entend démontrer que la création d'une armée civico-politique est en fait bien postérieure au règne de Servius Tullius, considéré comme le fondateur des institutions militaires romaines. Les guerres dans le Latium auraient en fait été conduites par des troupes claniques dont les chefs cherchaient plus à faire du butin, dont ils tiraient puissance et prestige, qu'à s'emparer de terre. Les représentations peintes d'hoplites ne prouveraient d'ailleurs pas une pratique effective du combat hoplitique sur les champs de bataille. Jeremy Armstrong place au centre de sa démonstration les changements intervenus dans les guerres du Ve siècle. La pression démographique exercée par les peuples sabéliens aurait progressivement fait de la terre le principal enjeu des conflits, à partir de la seconde moitié du Ve siècle. En s'enracinant dans le territoire de Rome, certains chefs de clan y auraient alors revendiqué le monopole des magistratures et des sacerdoces. C'est cette revendication, qu'ils justifiaient par l'ancienneté de leur lignage, qui serait à l'origine de la distinction entre patriciens et plébéiens. L'intensité croissante des conflits nécessitait de mobiliser des effectifs plus nombreux, et contribua ainsi à l'intégration progressive des patriciens et des plébéiens dans des institutions civiques communes. La volonté de contrôler un territoire allait dans le même sens, comme en témoigne le développement des tribus topographiques et en 443, l'apparition de la censure, mais aussi une nouvelle conception des colonies romaines. Après le sac de Rome par les Gaulois en 390 AV. Dont Jeremy Armstrong souligne l'impact décisif, celle-ci ne correspondait plus à des sites occupés temporairement par des chefs de clan, mais à des cités désormais liées définitivement à Rome. Dans cette perspective,
La légion manipulaire aurait représenté un ordre de bataille ancien qui s'adapta au passage des armées privées à l'armée civique. L'incorporation de contingents latins dans cette armée conféra alors à Rome une suprématie militaire qui lui donna les moyens d'intervenir au-delà de l'Italie centrale. C'est également à la Rome royale, et au premier temps de la République que s'est intéressé Matthieu Angerbaud. En abordant l'attitude des Romains face à la défaite avant la Première Guerre punique, il a bien mis en évidence les composantes d'un roman national romain, tout particulièrement agencé par les historiens de l'époque augustéenne. Les transformations de l'armée romaine pendant les 2 derniers siècles avant notre ère ont également fait l'objet d'une approche renouvelée. Depuis plus d'un demi-siècle en effet, et en particulier à la suite des travaux de Peter Abrunt et d'Emilio Gaba, la cause paraissait définitivement entendue et les guerres civiles offraient un parfait schéma d'explication au passage de la République aristocratique au Principat monarchique. En ouvrant les légions aux prolétaires, Marius aurait profondément transformé l'armée romaine. Les citoyens propriétaires qui défendaient leurs terres avaient été remplacés par des citoyens sans terre qui attendaient désormais de ceux qui les commandaient des terres, à titre de récompense. Au lien civique entre la troupe et le commandement, se serait ainsi substitué un rapport de clientèle qui permit aux impérators de s'appuyer facilement sur leurs légions pour satisfaire leurs ambitions personnelles. Cette évolution était donc présentée comme la principale cause des guerres civiles. Finalement, la victoire avait été remportée par Octavien qui, en maîtrisant l'Italie et les provinces occidentales, possédait les ressources foncières les plus susceptibles de lui valoir le soutien des soldats. Quant à la déclaration de guerre contre Cléopâtre, elle n'aurait été qu'un prétexte pour dissimuler derrière les apparences d'une guerre étrangère, l'ultime conflit entre les héritiers de César. Or, depuis une trentaine d'années, cette vision des choses a commencé à être nuancée, voire contestée. 3 points ont plus particulièrement fait l'objet de nouvelles interprétations. Notre conception du légionnaire, acteur essentiel de ces conflits, les motivations des impérators qui le commandaient, et enfin le rapport entre guerre civile et guerre étrangère. C'est en 1983 que John Rich a remis en cause l'idée d'un appauvrissement généralisé du corps civique, conséquence des conflits dans lesquels Rome était impliquée depuis la guerre d'Hannibal, qui n'aurait donné d'autre choix à Marius que de faire appel aux prolétaires. Même si les effectifs des assidus, c'est-à-dire les citoyens mobilisables, connurent un certain fléchissement dans la seconde moitié du IIe siècle, celui-ci ne compromit donc vraisemblablement pas gravement l'effort de guerre romain. La question d'une éventuelle diminution du nombre de citoyens romains mobilisables repose sur l'interprétation des chiffres du cens transmis par les auteurs anciens, en premier lieu par Tite-Live, dont le témoignage nous est parvenu sous une forme abrégée ou fragmentaire à partir de 167 AV. JC après un pic atteint en 164 à 163, ces chiffres indiquent ensuite un certain fléchissement, mais demeurent néanmoins supérieurs à ceux de la période antérieure. Il est vrai que tous les citoyens étaient recensés, y compris les prolétaires, même s'ils n'étaient pas mobilisables, et que cette stabilité relative des chiffres du cens pourrait masquer une augmentation de la proportion de prolétaires exemptés de service militaire à l'intérieur du corps civique. Mais, contrairement aux théories d'Emilio Gaba et de Peter Abrunt, J. Rich doute que les changements intervenus dans les structures agraires italiennes après la Deuxième Guerre punique aient entraîné une diminution drastique du nombre des assidus, qui se serait maintenu au-dessus de 200 000. Si les transformations de l'agriculture en Italie à cette époque sont indéniables, le développement de grands domaines employant une abondante main-d'œuvre servile n'a pas fait complètement disparaître une petite paysannerie libre qui a pu continuer à servir dans les rangs des légions, notamment au centre de la péninsule. Il est vrai que les données des prospections archéologiques sont souvent difficiles à dater précisément. En outre, il est difficile de concilier une exploitation de ces prospections conçues dans une perspective socio-économique avec l'approche essentiellement moralisatrice des sources littéraires. Les recherches de N. Rosenstein, en particulier, tendent néanmoins à prouver que le service des armes outre-mer n'était pas forcément incompatible avec le travail de la terre italienne. La paysannerie italienne se serait ainsi adaptée mieux qu'on ne l'a cru en déployant des stratégies diverses, telles que le retard de l'âge au mariage des hommes, qui fondait en général un foyer quand il se trouvait dégagé des obligations militaires, ou encore le travail des femmes, auquel on prête une plus grande attention,
alors qu'elles sont absentes des données des recensements, notre principale source pour appréhender la démographie du corps civique. Dans des exploitations qui pour la plupart étaient tenues par des familles élargies, le départ de certains membres de ces familles à la guerre pouvait même contribuer à les soulager, en diminuant le nombre de bouches à nourrir, voire en rapportant du butin. Les travaux de John Rich soulignent d'autre part que la valeur du patrimoine foncier requis pour être inscrit dans la dernière classe censitaire n'était guère élevée. L'abaissement hypothétique, en une ou plusieurs étapes, demeure d'ailleurs très difficile à appréhender dans nos sources. Il est également probable que les censeurs aient souvent refusé de déclasser des paysans libres appauvris, qui ont ainsi conservé leur statut de mobilisables. Ajoutons que les auteurs anciens qui appartenaient à l'élite de la société avaient naturellement tendance à considérer comme des pauvres les citoyens plus modestes recrutés dans les légions, mais que cela n'en faisait pas pour autant des prolétaires. Quant à la législation agraire des Gracques, elle n'aurait pas eu pour objectif immédiat d'augmenter le nombre des assidus, dans la mesure où les lopins de terre distribués demeuraient dans l'age publicus et n'étaient donc peut-être pas pris en compte par les censeurs pour évaluer le patrimoine foncier des citoyens mobilisables. Il s'agissait plutôt d'encourager la démographie italienne en permettant aux citoyens les plus pauvres d'élever plus d'enfants, afin d'éviter une trop forte disproportion entre les effectifs des populations serviles, affranchies et ingénues en Italie. Dans ce cas, les effets de cette législation sur le nombre de citoyens mobilisables n'auraient été qu'indirects. C'est peut-être le développement de la main-d'œuvre servile en Italie et dans les provinces voisines qui a inspiré les Gracques, contemporains de la grande révolte servile de Sicile des années 135 à 132. Les deux frères ont pu avoir le sentiment d'une crise, même si les historiens actuels, et surtout les archéologues qui s'intéressent aux structures agraires en Italie, en relativisent l'ampleur. On peut certes s'interroger sur leur sincérité, sans oublier que leur formation intellectuelle les incitait à transposer l'oliganthropie qui sévissait dans certaines régions de la Grèce en Italie. N'oublions pas non plus que notre principale source, Plutarque, par son parti pris de parallélisme avec les rois réformateurs de Sparte, renforce encore cette lecture. Comment dans ce contexte comprendre la décision prise par le consul Marius, d'enrôler des prolétaires dans le supplémentum qui l'emmenait combattre Jugurtha en Numidie en 107 AV. J.C. Il semblerait que cet homme nouveau qui venait de se hisser à la magistrature suprême ait avant tout cherché à conforter sa popularité en acceptant tous ceux, prolétaires ou non, qui se présentaient à l'enrôlement, convaincu que le consul les conduirait à la victoire et attiré par la perspective du butin qu'il pourrait tirer de cette campagne militaire en Afrique. Cependant, l'impact militaire immédiat de cet enrôlement de prolétaires doit être relativisé dans la mesure où il est demeuré ponctuel et n'a concerné qu'un effectif limité. Ce supplémentum n'a ainsi vraisemblablement pas dépassé les 5000 hommes, soit à peine une seule légion. Il fallut attendre un certain temps avant de voir de nouveau des prolétaires enrôlés. Même au plus fort de la menace des Cimbres et des Teutons entre 105 et 101, nos sources ne mentionnent pas de recours aux prolétaires. La guerre sociale représenta sans aucun doute pour l'organisation militaire romaine un défi plus important que l'admission ponctuelle de prolétaires par Marius dans le supplémentum envoyé en Afrique en 107 AV. J.C. Chaque camp dut en effet mobiliser des effectifs très importants. 300 000 Italiens se seraient ainsi peut-être retrouvés sous les enseignes. Rome dut enrôler des affranchis, affectés à la défense des côtes italiennes, et probablement aussi des prolétaires. Cette hausse brutale des effectifs entraîna alors vraisemblablement l'abandon des procédures traditionnelles du dilectus et le recours au tumultus. Mais cet abandon fut-il définitif ? François Cadieux envisage l'hypothèse d'un maintien des critères censitaires dans le recrutement des légionnaires. Certes, le dilectus ne pouvait plus correspondre aux descriptions de Polybe et de Tite-Live. Mais rien n'interdit d'envisager une procédure décentralisée, à l'image de ce que nous révèle la table d'Héraclée pour la décentralisation des opérations de recensement des citoyens romains en Italie. Cette décentralisation rendit peut-être le recrutement plus rural, d'autant plus que les paysans étaient jugés plus disciplinés et robustes que les citadins, mais aussi plus local, dans la mesure où on procédait au lever dans une ou plusieurs régions déterminées. Mais l'armée privée que leva Pompée pour le compte de Sylla en 83 demeure une exception.
L'armée impériale hérita de ces innovations tardo-républicaines. Mais rien ne permet d'affirmer qu'elles se traduisirent par une prolétarisation massive du recrutement. François Cadieux reconnaît que nous manquons de sources pour évaluer le milieu social dont étaient issus les légionnaires. Il faut donc fortement nuancer la vision de soldats prolétarisés, devenus des clients de leur impérator. Libérer le légionnaire romain d'un déterminisme socio-économique pesant, c'est ne plus seulement le considérer comme un client que l'on entraîne, mais également comme un citoyen à convaincre. C'est ainsi redonner toute sa place à la dimension politique des guerres civiles. C'est tout le sens des études consacrées aux entourages et aux états-majors des impérators, en particulier celle de Marie-Claire Ferriès sur les partisans d'Antoine et celle de Bertrand Augier sur les officiers au temps des guerres civiles. On voit ainsi les membres d'une même famille choisir des partis différents, avec l'assurance que la famille aura ainsi forcément un représentant dans le camp du vainqueur. Force est de constater en effet que malgré les liens de plus en plus forts qui s'étaient noués entre les armées et leurs chefs, les généraux qui tentèrent de s'emparer du pouvoir par la force durent toujours se justifier devant leurs soldats. Plutôt que de constituer désormais de véritables armées privées, comme on l'a parfois écrit un peu vite, les légionnaires demeuraient en effet des citoyens attentifs aux arguments défendus par le magistrat ou pro-magistrat qu'ils avaient contribué à élire. En témoignent les nombreux discours, prononcés dans le cadre des contiones militaires, qui leur furent adressés par les protagonistes des guerres civiles au moment d'affronter le parti adverse. Il ne faut pas réduire toutes ces allocutions recomposées à des morceaux de bravoure, recomposés par des auteurs qui tenaient à prouver qu'ils écrivaient aussi bien que leurs prédécesseurs. Même si les paroles réellement prononcées nous échappent, ces contiones, également représentées sur les bas-reliefs et les monnaies jusqu'à l'époque impériale, représentaient un passage obligé pour établir un consensus entre la troupe et le commandement. Un autre aspect des guerres civiles a d'ailleurs fait l'objet d'une révision, la place des idéologies politiques dans ces conflits et plus précisément l'affrontement entre populares et optimates. Il faut rappeler ici les travaux récents qui ont contribué à relativiser la notion d'idéologie pour cette période, comme ceux de Philippe Ledos dont la thèse aborde les rapports entre poésie et culture politique à l'époque d'Auguste. Plus que la défense d'une idéologie politique, c'est la volonté de puissance qui constitue généralement l'enjeu de ces conflits. Le commandement de la guerre contre Mithridate, revendiqué par Marius et Sylla en 88, l'obtention d'un deuxième consulat réclamé par César en 49, l'intimidation des partisans de Marc-Antoine par Octavien en 32. Les arguments invoqués en guise de justification étaient ensuite assez souples pour permettre à la fois de rassembler ses partisans et de rallier une partie de ceux de l'adversaire, une sorte de triangulation politique avant la lettre. Par exemple la défense de la Respublica ou celle de l'Italie. Que retenir alors de l'affrontement entre populares et optimates à partir de 88 ? Peut-être un certain rapport aux institutions. Les premiers s'appuyant sur une alliance entre les tribuns de la plèbe et l'impérator, les seconds sur une alliance entre l'impérator et le Sénat. Une inflexion se dessina toutefois à partir de la seconde moitié du 1er siècle avant notre ère, dans les relations entre la troupe et le commandement. À 2 ans d'intervalle, César se trouva confronté à 2 graves mutineries qui révèlent les réticences de son armée à poursuivre une guerre civile éprouvante dont elle ne pouvait guère tirer profit, faute de butin conséquent. Les séditions se multiplièrent ensuite durant toute la période triumvirale, au point d'inciter parfois le commandement à infliger la décimation aux soldats mécontents. L'armée devint alors en effet une force politique consciente de ses intérêts, et prête à les défendre contre les civils de chaque camp. À plusieurs reprises après l'assassinat de César, ces anciens soldats et vétérans imposèrent ainsi spontanément à ses héritiers de se réconcilier. À la différence de ce qui s'était passé devant Brinde, on n'observe plus aucune tentative de réconciliation 9 ans plus tard entre les 2 armées face à Actium, ce qui témoigne d'une évolution du recrutement, issu de 2 bassins géographiquement différents. Cet affrontement pose ainsi le problème du rapport entre guerre civile et guerre étrangère. On observe une évolution nette entre le conflit qui opposa Sylla aux marianistes et les suivants. Le premier resta en effet essentiellement limité à l'Italie, même s'il connut quelques prolongements dans la péninsule ibérique, en Sicile et en Afrique. Les autres prirent une dimension méditerranéenne.
Ils impliquèrent en effet des royaumes étrangers qui étaient entrés dans la clientèle de certains impérators à l'occasion des conquêtes. Les exemples les plus significatifs se trouvent sans doute en Afrique et en Égypte. Juba Ier de Numidie, client de Pompée, perdit son royaume et la vie quand les fils de ce dernier furent battus par César en 46. Son royaume fut réduit à l'état de province, mais son fils Juba II, élevé à Rome, fut plus tard envoyé par Auguste régner sur la Maurétanie voisine, qu'il contribua à intégrer à la culture gréco-romaine et à mieux faire connaître par ses travaux d'érudition. César put ainsi prétendre avoir triomphé de l'Afrique. Mais les frontières se brouillent ensuite davantage entre guerre civile et guerre étrangère. Quand Octavien prit soin de justifier son ultime combat contre Marc-Antoine en déclarant la guerre, selon les rites traditionnels des Phéciaux, à la seule reine d'Égypte Cléopâtre VII au nom de la défense de l'Italie, il cherchait certes à donner à une guerre civile toutes les apparences d'une guerre étrangère. Derrière l'unanimité qu'Octavien prétend avoir suscitée derrière lui pour protéger la péninsule de la menace orientale, quelques éléments permettent de supposer que les milieux les plus informés n'étaient pas complètement dupes, et que l'alourdissement de la pression fiscale nécessaire au financement de l'effort de guerre suscita des résistances. Mais ceux qui pouvaient être les moins réceptifs aux arguments patriotiques des partisans d'Octavien étaient aussi ceux auxquels de nouvelles conquêtes en Orient, surtout celles de l'Égypte qui avaient été déjà envisagées, offraient le plus de perspectives d'enrichissement. L'intérêt bien compris de la plupart des sénateurs restés en Italie les incitait donc à suivre Octavien plutôt que Marc-Antoine, dont la victoire risquait de diviser définitivement en deux l'Empire romain et priver l'Italie des revenus qu'elle pourrait tirer de l'exploitation de l'Orient. Cette guerre civile de fait offrait en même temps des perspectives de butin supérieures à bien des guerres de conquêtes antérieures. C'est ce qui fait sa spécificité. Le regain d'attention porté aux sources narratives a également incité les recherches sur l'histoire militaire du monde romain. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.